toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de prise en main de logiciel Terrasol, aujourd'hui dédié aux nouvelles fonctionnalités de la version Carré V5 qu'on a commercialisé depuis quelques jours, enfin, quelques semaines plutôt. Je suis Marc Virta, je suis le responsable du pôle logiciel chez Terrasol. Je suis accompagné de Christophe Rislin, responsable d'activité développement, donc vous pouvez voir à l'écran. Donc de l'activité de développement des logiciels et développeurs, en l'occurrence de l'interface de Caria depuis de nombreuses années. Et je suis accompagné également de Youssouf Abdallah, donc ingénieur d'études avec une large expérience en dimensionnement d'écran soutènement. Ils vont m'épauler côté réponse aux questions. Vous avez deux onglets en bas de la fenêtre, donc un onglet questions où je vous invite à poser vos questions pour qu'elles soient bien répondues, et ensuite un onglet chat pour d'autres échanges. Je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré. Donc l'enregistrement vous sera partagé par mail à la fin du webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Donc c'est là que Christophe et Youssouf vont répondre à toutes vos questions. Bien. Alors, le plan du webinaire que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Je vais commencer par une présentation rapide de l'activité Terrasol, un balayage rapide de catalogue de logiciels, les prochains événements qui sont d'ailleurs en cours, et pour finir, une petite introduction rapide à Caria pour les gens qui éventuellement ne le connaissent pas. Pour ensuite attaquer le vif du sujet, donc c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version qu'on a développée, en particulier le mode script, donc une grande nouveauté très attendue par tous les utilisateurs Caria, l'arborescence de phasage, pour ne pas se limiter à un phasage uniquement linéaire, et ensuite deux passerelles, la première avec Sketch, qui va permettre de statuer sur l'équilibre interne des écrans, et en particulier les écrans en béton armé, et une passerelle directe depuis Talrand V6. La durée du webinaire est prévue pour 1 heure, donc vers midi, on aura terminé. On répondra aux questions qui ne seront pas encore répondues sur l'onglet questions. Alors, quelques mots sur Terrasol avant de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une société d'ingénierie spécialisée en géotechnique et qui fait partie aujourd'hui du groupe CETEC. Donc, la société a été créée en 1979 et elle a été intégrée au groupe juste avant les années 2000. On fait entre 12 et 13 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. À peu près un tiers de notre activité est à l'étranger, le restant en France. Nous comptons aujourd'hui parmi nous donc une équipe d'une centaine d'ingénieurs déjà. Et nous sommes basés à Paris où on retrouve le siège principal, mais nous avons un deuxième siège à Lyon et un nouveau siège tout nouveau à Bordeaux, dans la région sud-ouest. Comme vous le savez certainement, nous sommes très impliqués dans la communauté scientifique et donc à l'occasion des salons et congrès, n'hésitons pas à publier, à rédiger des articles techniques sur les affaires qui nous ont occupés. Nous faisons partie également de beaucoup de comités de normalisation et des comités techniques. Alors parmi les domaines de travail de Terrasol, donc l'activité notamment études qui couvre à peu près entre 75 et 80%, on retrouve un peu tous les types d'ouvrages qu'on a l'habitude de voir en géotechnique, que ce soit des ouvrages souterrains, des infrastructures linéaires, des ouvrages maritimes, des ouvrages reliés à tout ce qui est industrie, énergie, tout ce qui est bâtiment, des digues et barrages pour tous les problèmes hydrauliques, les ouvrages d'art pour les problèmes structuraux, et ensuite également les déblais et remblais. Alors, un aperçu rapide du catalogue de logiciels Terrasol. Donc le logiciel phare de Terrasol est Talrand, avec sa version 6 qu'on a publiée il y a quelque temps, donc dédiée à la stabilité des ouvrages techniques, avec ou sans renforcement, méthode analytique, méthode étrange, méthode calcul cinématique à la rupture, etc. Ensuite, nous avons dans le volet fondation Foxta, dans sa version 4, qui permet d'analyser et de simuler le comportement de tout type de fondations, que ce soit des radiers, d'étalage, des fondations superficielles, fondations profondes, fondations mixtes, inclusion rigide, des problèmes de tassement de remblais, sur sol compressible, etc. Nous avons la version V5 aujourd'hui, donc il y a une petite coquille sur le support. Donc c'est carré à V5 qu'on va vous présenter aujourd'hui, dans le volet soutènement qui permet d'analyser le comportement des écrans soutènement. Donc on va voir qu'on va être capable de simuler le phasage de construction, mise en service et retrouver
les sollicitations internes au droit de l'écran, ainsi que les déplacements et les pressions de sol qui ont été mobilisées. Cet outil est accompagné du point de vue structure par Sketch pour faire une analyse STR, donc purement structurelle, et donc pour permettre de connaître les sections d'acier nécessaires, voire définir une cage d'armature réelle qu'on mettrait sur place voilà, en phase d'exécution. Sketch, il traite aussi bien tout ce qui est parois moulées, mais également et surtout les pieux, avec un module prédimensionnement qui est très optimisé pour avoir les diamètres et les taux de ferraillage nécessaires pour un ensemble de pieux soumis à un ensemble de cas de charge. Nous avons également dans le volet liquéfaction Slake. Donc, Slake est un outil d'aide à la décision du phénomène de liquéfaction d'un sol caractérisé à partir de données SPT ou CPT qui est soumis à un séisme et pour lesquels on s'intéresse au phénomène de liquéfaction. Est-ce qu'il peut se produire ou pas? Donc là, nous avons mis en place la méthode NCOR et nous avons couplé un calcul des déplacements post-séisme pour évaluer le degré de déformation du sol si la liquéfaction se produit. Et enfin, un module dédié à tout ce qui est représentation graphique des ouvrages techniques, donc DAO, qui est un module qui vient se greffer sur AutoCAD et donc qui permet de traiter en 2D ou en 3D des ouvrages, que ce soit linéaires ou ponctuels, au niveau de la représentation du sol, et donc à partir des sondages, avec toute l'interpolation qui va avec. Et enfin, nous avons un nouveau logiciel qui s'appelle Orbo, qui lui est purement dédié web. Donc c'est une plateforme web qui permet d'exploiter de manière soignée tout ce qui est reconnaissance géotechnique, que ce soit des essais en laboratoire ou en essais in situ, pour un ou plusieurs projets. Donc il faut s'imaginer une carte de la planète et avec des projets à gauche et à droite avec toutes ces reconnaissances. Orbo propose des outils pour analyser ces reconnaissances et pouvoir en déduire un modèle géotechnique pour ensuite venir et faire des calculs spécifiques à partir des modules de calcul qui sont intégrés sur la plateforme et qui vont au-delà du logiciel desktop que je viens de vous présenter. Donc si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On peut créer un domaine pour vous. On va définir un administrateur chez vous et donc vous allez pouvoir jouer avec. Et si ça vous intéresse, bah, ensuite on peut entamer des discussions. Donc n'hésitez pas. Bien, alors quelques mots sur les événements en cours. D'habitude, je présente les événements à venir, mais puisqu'on on commence à toucher la fin de l'année, donc là, je vous parle des formations qui ont lieu justement cette semaine. Donc là, il y a une formation dédiée à la conception des ouvrages souterrains. Donc c'est un workshop Plaxis 2D et 3D. Et en fin de semaine, un deuxième workshop dédié aux fondations, soutènement et ouvrages en terre. Donc, je vous affiche ici le catalogue des formations 2023 avec quelques chiffres de l'année d'avant, mais le catalogue 2024 va être diffusé dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site web, on peut lire sur LinkedIn, bien évidemment. Donc, si jamais vous êtes intéressé, sachez que les premières sessions interentreprises auront lieu au mois de mars. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous inscrire. Alors, je vais rentrer dans le domaine de Caria, donc dans sa version 5. Avant de vous partager les nouveautés, quelques mots pour ceux qui peut-être ne l'ont jamais vu ou qui ne le connaissent pas. Donc, quelques exemples d'applications, des ouvrages qu'on peut simuler et analyser avec Caria. Donc, nous avons les parois moulées, que ce soit butonnées ou tirantées, voire circulaires. Donc, on peut prendre en compte aussi bien des appuis que des rejetés cylindriques. Donc, des appuis, ça veut dire des butons, des tirants, des liernes. Pour les doubles écrans, on va voir aussi d'autres types d'appuis, des types liaison, etc. Donc, ça reste un type de soutènement qu'on appelle continu, qu'on peut également réaliser sous forme de parois des pieux, d'accord, si on veut un écran continu, mais également avec des structures en acier, des types pales planches, comme vous avez ici en bas, et des combi walls. Donc, l'idée est de modéliser une tranche de 1 mètre d'écran, simuler tout ce qui se passe autour et obtenir le comportement de l'écran. Quelques exemples des écrans discontinus. Vous avez les parois berlinoises à gauche et la paroi parisienne au milieu. Ok, donc, ce sont des écrans qui ont deux éléments, l'élément primaire et l'élément qui va encaisser, qui va supporter, adopter le rôle nécessaire pour encaisser la flexion de l'écran.
et les isolements. Et ensuite des éléments secondaires, donc dans ces cas-là, des paraments en béton, des vastes en bois, des panneaux préfabriqués, etc., qui vont avoir le rôle de ramener la poussée, la poussée des terres vers les éléments primaires. Et à droite, vous avez des écrans composites, donc des écrans qu'on peut simuler à partir de profilés métalliques, donc isolés, à partir de tubes, par exemple, sections pleines ou sections tubulaires, voire des sections mixtes, donc ça veut dire des bétons plus acier, et de manière voilà, distante ou bien séquent ou tangent. Donc, Carrea bénéficie d'un catalogue qui permet de statuer ou d'avoir à portée de main les valeurs de l'inertie de chacun de ces écrans, de ces profilés, pour faciliter son utilisation. Alors, quelques mots par rapport au sujet de fond de Carrea. Donc, on va simuler le comportement d'un écran via la méthode au coefficient en réaction. C'est-à-dire qu'on va supposer que le sol a un comportement élastoplastique. Donc, ça veut dire composé d'une partie élastique et d'une partie plastique. Et en fonction du phasage, on va courir sur cette courbe-là pour arriver à avoir une itération qui tourne parfaitement sur l'ensemble des éléments de la paroi. Donc pour faire ça, on va faire interagir le sol et l'écran, d'accord? Et on va prendre en compte l'aspect phasage de construction ainsi que phase en service, en tenant compte du comportement non linéaire, donc d'où la plasticité du sol, mais également des comportements non linéaires éventuels des ancrages, que ce soit des butants, des tirants ou d'autres. Donc quand vous avez ici en bas, vous avez la loi réaction. Donc à gauche, vous avez la poussée limite, à droite, vous avez la butée limite, ce qui constitue deux paliers plastiques. Donc la poussée limite, on l'appelle généralement PA et la butée limite PB. Et ensuite une partie centrale élastique qui est définie par une pression à l'origine, c'est-à-dire une pression du sol pour un déplacement zéro, donc nul, et une pente qu'on définit avec un coefficient KH. Et pour terminer, vous avez la possibilité de simuler un écran, mais également deux écrans en interaction. Donc, cela couvre toutes les situations des doubles écrans, des types contre-écran, des écrans d'ancrage, etc. Et donc, l'idée est de venir lier deux écrans via des liaisons, des types butant ou tirant, donc en fonction de comment ça travaille et de l'élément qu'on met en place, pour permettre justement de couvrir les situations où on n'a pas une symétrie parfaite de notre groupe de calcul. Et quand je dis symétrie, j'ai fait allusion au chargement, à la structure et à la stratigraphie. Donc ces doubles écrans, ces calculs en double écran fait l'objet d'un module complémentaire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Quelques mots sur les vérifications à l'ULU. Alors, Carrea met en place un calcul à l'ULS, donc c'est-à-dire sans pondération, donc pondération unitaire, mais également un calcul à l'ULU, où on a pondéré soit les actions, soit la résistance, soit les deux. Donc, il y a plusieurs approches qui sont proposées en accord avec l'Eurocode 7. Et une fois qu'on a choisi les types de pondération, on mène le calcul à l'ULU et en post-calcul, Carrea réalise des vérifications à l'ULU, en particulier celle que vous avez à l'écran. Donc, à savoir le défaut de butée avec sa déclinaison pour les écrans autostables, donc la méthode MEL, et pour les écrans appuyés. Donc, ça veut dire les écrans qui bénéficient d'un appui, type butant, tirant ou autre, pour lesquels on doit avoir un rapport de butée classique de 1F ou 1,5 en fonction si c'est phase service ou phase durable. Donc, c'est quelque chose que Carré fait de manière automatique pour toute phase, du moment où on a demandé les calculs à l'ELU. Carrea réalise également l'équilibre vertical, comme vous avez ici, donc un moyen d'évaluer la pertinence. Donc, on fait la somme algébrique de toutes les composantes verticales, de toutes les actions qui s'appliquent sur l'écran, et on juge la pertinence de l'inclinaison des rugosités des pouces évités en fonction du signe de cette résultante verticale. C'est quelque chose qui est traité largement en formation. Et enfin, la stabilité du massif d'ancrage pour l'écran. Donc là, on a des écrans tirantés, on transmet un effort dans le sol, on vérifie que le volume de sol autour du tirant est suffisamment large et suffisamment gros pour encaisser les efforts qui lui sont attribués. Donc ça fait l'objet d'une vérification à l'ELU type CRANS, dans laquelle on va venir vérifier que le polygone ABCD est stable, ce qui va permettre de valider la raideur des tirants qu'on a définis. Et pour terminer, quelques vues de l'export que vous pouvez avoir à l'issue d'un calcul Carrea. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le rapport d'impression. Donc ça veut dire un rapport à la fin du calcul en PDF qui vous permet d'inclure le contenu de votre calcul.
Vous avez la possibilité de choisir le contenu, d'accord, parmi une liste, prédéfinie pour ajuster, à vos besoins, donc ajouter plus ou moins d'informations. L'idée, comme pour tous les autres logiciels, est de faire en sorte que quelqu'un qui reçoit un rapport d'impression de carrière soit capable de régénérer les calculs que vous avez menés sans pour autant avoir à disposition le fichier carrière. Donc comme vous le voyez, c'est très détaillé. Vous avez des exports type tableau, des pics graphiques, mais également des types analytiques comme vous avez en bas pour détailler phase par phase quelle est la justification des fautes butées, l'équilibre vertical, crans, etc. Et enfin, à gauche, vous avez un aperçu de la simulation du phasage de manière graphique que vous avez modélisé sur Carrea. Eh bien, je rentre dans les nouveautés de Carrea. Je vais commencer par la fonctionnalité la plus attendue, à savoir le mode script. Alors aujourd'hui, pour définir un projet Carrea et dans la version jusqu'à la version 4, il faut tout simplement, définir les actions, les phasages via l'interface. C'est qui, pour certains cas, peut être un peu lourd. Donc on a très bien compris la nécessité, on était même, les premiers à en avoir besoin chez TerraSol et donc on a développé un mode script qui va permettre justement de définir, tout un projet à l'aide d'un fichier texte qu'on va pouvoir modifier et manipuler directement sur l'interface. Alors je vais vous montrer directement l'interface, d'accord? Que vous avez ici, dans laquelle j'ai un projet double écran que j'ai déjà monté. Donc il faut imaginer que vous avez déjà un projet Carrière ou pas, d'accord? Mais si vous l'avez, vous pouvez le prendre, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait compatible. Si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun souci, vous démarrez un projet et vous commencez à définir le mode script, enfin le script du projet de zéro. Pour activer le mode script, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le mode script à l'aide du bouton en partie supérieure de la barre des boutons. C'est qui me permet d'afficher toute une nouvelle fenêtre à gauche, pour l'instant blanche, vide, qui va contenir les futurs scripts de ces projets-là. Alors nous avons réfléchi beaucoup quand on l'a conçu pour que ce soit simple à utiliser et de faire en sorte qu'il permet la continuité avec le projet que vous aviez. Donc, tout ça pour dire qu'on a muni l'interface de Caravia 5 avec un générateur de script que vous avez ici, qui est utile du moment où vous avez déjà un projet qui est monté. D'accord? C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, j'ai cliqué sur la génération du script. Il a reconverti tout le projet en mode script, d'accord? Mais tout ce que j'avais reste là. Je peux toujours le modifier. Donc, si jamais je veux revenir en arrière, je peux enlever le mode script, revenir en mode d'interface et récupérer mes actions et comme d'habitude, je les ai définies. Donc ici, je peux éditer ces fichiers, il n'y a aucun souci pour modifier tout ce que je veux. Par exemple, je vais par exemple modifier le niveau d'excavation en phase 2 de l'écran A, donc celui de gauche, à droite. Donc plutôt que d'excaver à -2, je vais excaver à -4, supposons. Eh bien très bien, donc je vais aller dans la phase excavation. Je retrouve une action excavation, je vais vous montrer comment on écrit avec la logique. Je vais prendre les premiers écrans, je vais prendre les côtés à droite, donc 0 pour la gauche, 1 pour la droite et plutôt que d'excaver à 3, je vais excaver alors ici, une fois que j'ai modifié le niveau d'excavation, je vais lancer les scripts. Alors pour lancer les scripts, vous pouvez très bien cliquer directement sur le bouton script ou bien faire F5, d'accord? Comme vous avez dans l'info. Alors, chaque fois que vous allez lancer le script, il va vous afficher un message pour confirmer que vous voulez bien, heu, remplacer le projet, d'accord? Pour éviter toute perte d'information de votre projet. Auquel cas, vous pouvez dire non et enregistrer le nouveau script sous forme d'un nouveau fichier, d'accord? Alors comment est-ce qu'on va écrire ces scripts? Eh bien, il n'y a rien à connaître par cœur, tout est bien documenté. Donc vous avez ici un bouton en partie supérieure à droite du mode script qui vous permet d'afficher et d'accéder à la notice. Donc cela vous ouvre un PDF à côté que vous avez ici, d'accord? Dans lequel on va détailler toutes les actions qui sont possibles à définir via le mode script, d'accord? Par exemple, si je vais chercher l'excavation qu'on vient de manipuler, vous allez pouvoir directement trouver l'option excavation, voilà qui est là, et qui vous renseigne sur les paramètres qui sont attendus par l'interface. D'accord?
Alors, si jamais vous vous trompez ou vous ne savez pas quoi mettre, l'interface vous guide. Je vais vous montrer ça, il y a un système de contrôle qu'on a mis en place. Donc, l'idée est de commencer par le mot-clé excavation, définir l'écran, donc un ou 2 si vous en avez un deuxième. Uniquement nécessaire, bien évidemment, si vous avez 2 écrans. Si vous avez qu'un seul écran, pas besoin de le saisir. Le côté, donc 0 pour la gauche, 1 pour la droite. Les niveaux de l'excavation. Et ensuite, entre crochets, on exprime les paramètres qui sont optionnels. Donc en principe, pas obligatoire. Mais si jamais on a envie de faire un talus ou une risberme, à ce moment-là, on va mettre 0 ou 1 à la suite. Auquel cas, il va falloir qu'on renseigne un deuxième niveau. Donc ça veut dire le niveau du toit et les deux distances correspondantes, ok, pour le talus ou la risberme. Donc la largeur de la base supérieure, la largeur de la base inférieure. Et enfin, les coefficients d'écran alpha E. Alors, comment est-ce qu'il est structuré le script? Alors, le script, il est composé de 3 blocs que vous avez ici. Vous avez un premier bloc qui correspond aux données générales du projet. C'est ce qu'on appelle le bloc A. Un deuxième bloc dédié à toutes les données liées aux écrans, au niveau d'eau et aux couches de sol. Donc, pour chaque écran, on va définir en même temps l'écran, le niveau d'eau et les couches de sol qui lui sont propres. D'accord? Et comme ça, si on a 2 écrans, ben, on va répéter ces blocs 2 fois, comme vous avez ici. Une fois là, une deuxième fois ici. Et seulement après, on commence avec notre phasage. Donc chaque fois qu'on veut démarrer une phase, on écrit phase, on l'intitule et à la suite, on décrit les actions qu'on a envie d'appliquer dans chacune des phases. Donc on commence par les mots-clés et ensuite tous les paramètres qui sont nécessaires pour chacune de ces actions. Alors que se passe-t-il si j'ai oublié une donnée, par exemple? Comment je peux m'assurer que je n'ai rien oublié? Bah, imaginons, j'ai une charge, par exemple, j'ai une charge de cacao dans la phase arrêt de pompage, ok, une surcharge que j'ai mis au fond pour venir stabiliser mon fond fouille. Eh bien, imaginez que j'ai oublié la valeur de la surcharge, d'accord? Donc, en l'occurrence, 70 kPa. Quand je vais lancer, pardon, je répète, quand je vais lancer le script, il va me dire il va me demander si j'ai envie d'écraser le projet actuel. Je vais dire oui. Et il va me dire qu'il ne peut pas le lancer parce qu'il y a un problème. D'accord? Donc ça, c'est les messages sont renseignés tout en bas de l'écran, comme vous les avez ici. Il nous dit qu'il y a une erreur dans la ligne CACO 101-2 et que le format attendu est celui-là. En l'occurrence, il me manque la valeur de la charge Q. D'accord? Puis je vais remettre à 0, 70, pardon. D'accord? Auquel cas, je vais pouvoir relancer et il va appliquer le nécessaire. Bien. Dernier commentaire, vous avez la possibilité d'enregistrer le fichier script. Donc pour cela, il suffit de l'enregistrer directement via le bouton que vous avez ici. D'accord? Le format qu'on a choisi est très intuitif, ça s'appelle Carrier Script. Donc vous pouvez sur format texte, donc vous pouvez directement l'enregistrer et l'envoyer à quelqu'un d'autre. L'autre personne peut l'ouvrir directement et reproduire tous vos projets. Cela constitue une alternative au partage du projet K5P, donc du fichier projet de cette version 5 de Carrière. C'est strictement identique. Auquel cas, si vous le recevez, vous pouvez directement charger un projet, donc l'ouvrir via le bouton que vous avez tout à gauche. D'accord? Bien. Donc là, c'est quelque chose qui est très puissant parce que cela nous permet de manipuler, définir et modifier un projet très rapidement via un fichier texte sans avoir besoin de parcourir toute l'interface. D'accord? Vous aurez remarqué que du moment où on affiche ces modes script, le panel, le panneau pardon, qu'on connaît, qu'on avait l'habitude de manipuler des choix des actions, disparaît. C'est fait exprès parce que c'est doublon avec le mode script. Donc soit c'est mode script, soit c'est mode interface. Et donc choix des actions via des listes déroulantes comme on a toujours fait. Bien. Je vais revenir au support. Donc vous avez un résumé ici de ce que je viens de vous dire. Alors, quelques mots. Vous pouvez télécharger les supports de la présentation dans les fichiers qui sont joints à la plateforme. Donc je pense que l'option est tout en bas. Bien, je vais passer sur la deuxième nouveauté, c'est l'arborescence des phasages. Alors c'est quelque chose qu'on voulait développer il y a pas mal de temps. C'est qu'on cherche avec, cette fonctionnalité et de ne pas se priver d'un phasage linéaire, enfin de ne pas se priver d'un phasage multiple, pardon, et donc de ne pas se limiter à un phasage, purement linéaire comme jusqu'à maintenant. Jusqu'à la version 4,
on ne pouvait modéliser qu'un phasage qui consistait à avoir une série de phases avec chaque fois une et unique seule phase précédente. Donc chaque phase était calculée à partir de la phase précédente, ce qui nous permettait d'avoir un phasage linéaire et c'est tout. Ce qu'on cherche avec cette fonctionnalité, c'est de permettre de créer plusieurs schémas de chargement à partir d'une phase initiale, va pouvoir créer autant de phasages, des phases différentes, de parcours différents que l'on souhaite. Cela nous ouvre la porte à beaucoup de choses. Typiquement, nous permet de traiter des phasages complexes qui peut contenir, par exemple, plusieurs situations de chargement ou de constructions différentes et cetera, voire des variantes, pour ensuite pouvoir les comparer et évaluer laquelle est plus optimale. Donc ici, vous avez sur l'écran un exemple à partir d'une phase initiale, j'ai créé un phasage, j'avais un phasage pour un écran tiranté avec de l'idée tirant et un deuxième phasage où je l'examine, une paroi butonnée plutôt que tirantée. Donc je vais vous le simuler sur l'écran. Je vais juste ouvrir l'autre projet. Donc je vais revenir sur l'interface. Donc là, j'ai un écran tiranté avec de l'étirant et je m'intéresse à savoir si jamais une solution en paroi moulée butonnée ne m'intéressait pas plus. Eh bien, je peux simuler ça dans le même projet où j'ai simulé la paroi tirantée. Pour cela, ce que j'ai fait, c'est que je vais partir de la phase 0 et je vais rajouter une phase après. D'accord? Ce qui me permet de créer une nouvelle phase qui va partir de la P0, de la phase initiale. D'accord? Donc vous aurez constaté qu'au passage, on a créé des branches différentes qu'on a symbolisées et nommées avec les lettres de l'abécédaire. Donc A pour la première, B pour la deuxième. D'accord? Si je n'ai pas une deuxième branche, à ce moment-là, la branche A n'existe pas car j'ai un seul chemin de parcours. D'accord? Au moment où j'ai créé une deuxième branche, à ce moment-là, j'intitule la première branche A, dans laquelle je retrouve toutes les phases. Alors, vous constaterez que les icônes des phases s'est mis à jour en fonction justement de l'enchaînement de ces actions. D'accord? Donc, je vais créer une nouvelle branche pour simuler une excavation pour venir butonner ma paroi moulée. Donc, je vais créer une première phase dans cette branche dans laquelle je vais créer une excavation à gauche de l'écran au niveau -A. Je vais rajouter une deuxième phase après qui va consister à mettre en place une dalle supérieure et une excavation à -7 mètres de profondeur. Donc pour cela, je vais aller dans l'ordre. Je vais créer un appui surfacique hop, à gauche qui va aller de 0 à -A avec une raideur surfacique que je vais calculer avec un module de béton de 30 000 MPa sur une longueur utile, on va dire, de 16 mètres et qui m'amène à 1 875 000 kilonewtons mètre cube. Bien, et que je vais mettre en place ici. Ensuite, je vais appliquer une excavation jusqu'à -7 mètres de profondeur. Comme ça, je suis à l'abri de cette dalle supérieure. Je vais créer une phase supplémentaire pour créer une dalle intermédiaire, cette fois-ci, et excaver à 14 mètres de profondeur, donc l'équivalent de la paroi tirantée de tout à l'heure. Donc pour cela, j'ai créé un deuxième appui surfacique à gauche, entre -6 et -7, même raideur surfacique, et une excavation à -14, suivie d'une action hydraulique à gauche pour descendre la nappe jusqu'au -14, donc ça veut dire au fond fouille. Donc avoir un même niveau de fond fouille que j'avais pour la paroi tirantée. Vous voyez? Mais cette fois-ci avec des dalles, donc des appuis surfaciques et non pas des tirants. Et enfin, une dernière phase dédiée au fluage de l'écran, dans laquelle je vais modifier la rigidité de l'écran, toute hauteur, donc sur les 22 mètres de profondeur, avec un point inertie calculé cette fois-ci avec 10 000 plutôt que 20 000 MPa, donc qui m'amène à 833 333 et un poids volumique de 25 sur toute la hauteur. Bien. Alors, je vais lancer le calcul, maintenant que j'ai deux branches, ce qui va me permettre de pouvoir voir un peu les différences entre les deux solutions. Donc, j'accède au bouton, à la fenêtre de résultats que vous avez ici, et je peux, toutes phases confondues, d'accord, donc y compris le fluage,
Ça me permet de voir qu'à l'ELS, pour la solution T en T, donc c'est-à-dire la branche A, j'avais un déplacement de l'ordre de 3 centimètres et un moment maximal de l'ordre de 1000 kilonewtons par mètre. OK. Alors qu'avec la paroi butenée, j'arrive à un déplacement de l'ordre de 18, on va dire 2 centimètres et un moment, une allure du moment qui n'est pas équivalente, donc on reste à 814, mais en augmentant le moment sur appui au droit de la dalle qu'on a défini, l'intervalle intermédiaire qu'on a défini entre -6 et -7. Donc il y a, on peut parler d'une redistribution de moments. Donc ici vous avez, alors ensuite vous avez bien évidemment les sollicitations à l'ELU, OK. Donc 1340 pour la première branche, donc phase, enfin paroi moulée T-renté et de l'ordre de 1000 de chaque côté, de 1000 kN/m par mètre pour, l'option, la paroi moulée butenée. Hem, voilà, donc c'est une manière simple de créer un phasage, qui vous permet, enfin un phasage complémentaire ou alternatif qui vous permet de comparer plusieurs solutions. Bien évidemment, je peux créer des phases orphelines au milieu si maintenant je le souhaite et à ce moment-là, je peux faire usage des boutons insérer avant ou insérer après. Ce qui me permet de créer une phase orpheline, d'accord? Au milieu du phasage, d'accord? Comme vous le voyez ici. Donc il y a moyen de créer par exemple des phases de choc, des phases un peu accidentelles, et cetera. N'oublions pas que les phases sismiques notamment, elles sont déjà orphelines, donc ça veut dire sans issue, sans suite par définition. D'accord? Donc c'est une manière simple qui permet d'évaluer plusieurs phasages au sein du même projet. Alors je vais passer maintenant à la troisième nouveauté. Je vais revenir sur la présentation. C'est la passerelle directe avec, Sketch. Alors, maintenant qu'on a monté un projet Caria, on a envie de savoir si, on a vérifié le déplacement, on a une idée des sollicitations internes, que ce soit du moment fléchissant, l'effort tranchant, l'effort normal. On a envie de savoir si l'équilibre interne est assuré pour cet écran. Et bien pour faire ça, justement, ce travail-là est l'objet de l'outil Sketch qu'on a développé il y a quelques années. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une passerelle directe, depuis Caria pour justement monter un projet sketch d'une manière, très rapide. Donc, pour cela, imaginons vous avez déjà calculé ces projets-là et donc vous allez directement cliquer sur le bouton Export a Sketch qui va justement, démarrer l'application à Sketch, qui va importer, via un formulaire, on va vous demander, quelles sont les dimensions de l'écran que vous souhaitez calculer. Pour ensuite les importer directement sur l'interface de Sketch, afin de connaître les sections d'acier nécessaires qui sont nécessaires pour, votre écran, aussi bien à l'ELS qu'à l'ELU. Donc pour cela, Sketch nous demande: «Est-ce que vous avez une géométrie rectangulaire ou circulaire?» Il ne le connaît pas a priori. On va définir des largeurs, donc par exemple, imaginons moi j'ai une paroi moulée d'1 mètre d'épaisseur. Imaginons que je vais calculer une cage d'armature qui est dans une prise de calcul de 3,60 m, supposons. Donc je vais renseigner le 3,60 m et je vais demander de travailler par un mètre linéaire parce que j'ai pas envie, de m'embêter avec une cage réelle d'armature. OK, donc je calcule, par mètre linéaire. Très bien, je fais suivant et à ce moment-là, il y a la fenêtre de sketch qui s'ouvre. Je vais voilà, je vais vous montrer la fenêtre de sketch. Donc je pense que vous avez pas vu parce que j'ai pas été rapide avec le partage, mais j'ai cliqué sur Carré, j'ai cliqué sur le bouton export qui m'a permis d'ouvrir Sketch, directement. Donc à ce moment-là, je vais nommer ces premiers cas de calcul écran, tirant T, d'accord? Je récupère les données que je viens de saisir. Dans l'onglet phase, je vais pas tout expliquer, hein, parce que c'est une présentation Carrea, mais je vous montre juste la fonctionnalité. Je vais créer des enveloppes de calcul. Donc la première enveloppe, pour la paroi tirantée, donc ça va être une enveloppe, travaux et je vais créer une deuxième enveloppe, dédiée à la phase mise en service, dans laquelle je veux inclure uniquement le fluage de l'écran. Je vais calculer le décalage, je vais demander de calculer les sollicitations de calcul. D'accord? Donc la Caria, Sketch ce qu'il fait, c'est qu'il importe les données de Caria et il les traite pour justement avoir les données, enfin les sollicitations des calculs
qui sont nécessaires pour mener le calcul béton armé au sens de la code 2, avec éventuellement le décalage des courbes des moments, ce qui est impératif. Pour ensuite passer aux sections d'acier, donc je vais définir une position des aciers côté terre et côté fouille à 12 cm, ce qui reste un choix prudent, on va dire, et donc qui me permet d'arriver à retrouver quelles sont les sections d'acier qui sont nécessaires par mètre linéaire à l'ELU et à l'ELS pour chacune des enveloppes. Donc à l'ELU pour la phase travaux, j'ai besoin de l'ordre de 38 cm² par mètre, et à l'ELS, j'ai besoin de 31 cm² par mètre. La phase service, je peux très bien demander de calculer des sections d'acier avec 300 MPa de travail de l'acier. D'accord? Auquel cas, j'arrive à quelque chose de l'ordre de 34 à l'ELS, 34 cm² par mètre. Et voilà. Bien, donc ça me permet de voir un peu les sections d'acier nécessaires pour la paroi moulée tirantée. Qu'en est-il de la paroi moulée butinée? Eh bien, pour faire cela, ce que j'ai fait, c'est que je duplique mon cas. Je vais la nommer écran butonné. Et je vais profiter de tout ce que j'ai déjà fait. Je vais aller dans les phases. Je vais remplacer les phases des calculs par celles de la paroi moulée butonnée, cette fois-ci, ainsi que la phase fluage. Donc pour cela, je vais prendre ces trois phases. Je les insère dans l'enveloppe travaux. Je vais prendre la dernière phase dédiée au fluage de l'écran butonné et je lance mes calculs de section d'acier. Alors, je vais lancer le calcul. Voilà, que vous avez ici. Je vais lancer le calcul de décalage. Et donc pour la phase travaux de la paroi moulée butonnée, j'arrive à quelque chose de 31 cm² par mètre, mais vous constaterez que la distribution est différente. Cette fois-ci, il est beaucoup plus concentré côté appui de l'intermédiaire. Donc c'est par rapport à la redistribution des moments dont on a parlé tout à l'heure. Et pour la phase fluage, euh, on arrive à quelque chose de l'ordre d'une trentaine de centimètres carrés également, à l'ELU. À l'ELS, on arrive à quelque chose de l'ordre de 32-33 cm au droit à l'intermédiaire pour la phase de mise en service et à quelque chose de l'ordre de 25 cm à l'ELS pour la phase travaux, où on a fait travailler l'acier à 400 MPa. Donc vous avez très rapidement ici la possibilité de connaître à partir d'un modèle Carria quelles sont les sections d'acier nécessaires de chaque côté de l'écran pour l'ensemble des enveloppes et donc pour chaque phase, pour une solution d'écran paromolé tiranté ou un écran butonné, à l'aide de ces boutons que vous avez sur l'interface de Carria pour monter directement un projet Carria, Sketch très rapidement. Bien, je vais passer à la présentation pour aborder la dernière nouveauté. Donc c'est la passerelle directe avec, avec la, avec Talrand V6. Alors, Talrand V6, aujourd'hui, il est muni d'un module de calcul spécifique pour caler les pressions limites des poussées et des butées, c'est-à-dire les pressions de sol que le sol peut développer dans un état limite de poussée, où on a une cinématique de type poussée, ou bien dans une cinématique de type butée, c'est-à-dire le sol, la pression maximale que le sol peut encaisser. Alors ça, c'est très utile parce que ça permet de couvrir des situations qu'on ne sait pas couvrir avec les calculs, les tables de poussée butée classiques. Par exemple, dès que nous avons un profil de stratigraphie complexe, comme vous avez ici à l'écran, c'est justement le projet qu'on va manipuler, en toute règle, les tables de Carrez et Lapsi, donc les fameux K et KP, ne sont pas forcément valables. Pourquoi? Parce qu'ils ont été calculés pour tout simplement des sols déjà horizontaux avec des interfaces horizontales et sans présence de surcharge. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai un profil TN variable, j'ai des intercouches qui ne sont pas tout simplement horizontales? Eh bien, on peut faire usage de ces modules de décalage des poussées butées qui me permet justement de retrouver de manière rapide et très simple ces diagrammes de pression limite. Donc, je vais vous montrer ça sur Talrand V6 et ensuite vous montrer comment est-ce que ces pressions sont intégrées au calcul Carrea. Donc, je vais vous montrer le premier projet dédié à la poussée et ensuite je vais vous montrer un autre projet dédié à la butée. Donc, pour la poussée, je vais vous montrer le projet que j'ai monté à cette occasion-là, qui met en place, comme vous le voyez, qui est construit d'un profil TN variable avec un chargement multiple
et dans lequel on retrouve des interfaces qui ne sont pas forcément horizontales. Auquel cas, je répète, les valeurs des KAKP classiques, théoriques, ne sont pas forcément valables. Eh bien, j'ai constitué un projet Talrand dans lequel je crée une situation qui est des types options, qui a un type d'analyse paramétrique des types calage automatique des pressions des poussées butées. D'accord? Ce module-là met en œuvre la méthode cinématique du calcul à rupture pour rechercher l'équilibre limite du sol pour chaque morceau de l'intervalle de recherche qu'on veut, afin d'obtenir la surface la plus critique et donc de déduire quelle serait la charge qu'il faudrait appliquer pour atteindre l'équilibre limite. Ce qui me permet d'arriver à un diagramme de poussée limite et d'amplitude limite. Donc pour cela, j'ai défini un intervalle de recherche à l'emplacement, donc à l'arrière de mon écran parabole, sur la terre excavée, d'accord? Enfin, jusqu'à la fiche en gros. Et en l'occurrence, c'est 22 mètres. J'ai imposé une recherche avec une rugosité à 2 tiers de phi, ce qui me permet de retrouver les diagrammes que vous avez à l'écran. Donc je vais lancer le calcul pour vous montrer. C'est un calcul très rapide et très optimisé aujourd'hui, qui prend quelques secondes pour un ensemble des niveaux. Donc ça m'a pris moins de 5 secondes. Dans les résultats, je retrouve quoi? C'est le tableau que vous avez à droite. Je retrouve pour chaque point de l'intervalle de recherche que j'ai défini ici sur ce hauteur-là, la pression horizontale et verticale du sol tout seul, la pression d'eau, donc horizontale par définition, la poussée horizontale totale en faisant la somme des composantes horizontales et la poussée verticale totale, ainsi que l'inclinaison et la couche dans laquelle se trouve. En complément, on affiche également la résultante. Ici, elle vaut 2524 kN par mètre perpendiculaire à l'écran, avec son inclinaison et son point d'application. D'accord? Donc, comme vous le constatez tout en bas à droite, vous avez un bouton qui vous permet d'exporter ces diagrammes vers Carea. Donc, vous cliquez dessus, les données sont copiées. En gros, les données ont une allure que je peux vous montrer sur un notepad que vous avez ici. D'accord? On dit que c'est un profil PA et on donne pour chaque niveau quelle est la valeur de la pression. Et ensuite, sur Carea, on va définir, je vais vous montrer l'autre projet que j'ai monté pour cet exemple-là. J'ai simulé en phase 1, j'ai imposé ces diagrammes de pression, d'accord? Via l'action diagramme de pression imposé. Dans cette action, j'ai défini le fait que je veux imposer une pression limite à gauche de mon écran, donc c'est-à-dire futur côté terre. Donc je l'impose et donc je peux l'importer directement depuis Talrand. Alors vous constaterez que même si j'ai un profil un peu quelconque en amont, donc un profil TN quelconque avec un changement quelconque, j'ai modélisé sur Carea un remblai horizontal avec un TN horizontal. C'est justement fait exprès. C'est grâce au fait que j'impose ces diagrammes de pression des poussées limites à l'arrière, c'est ça qui me permet de simuler tout le chargement, toute la configuration complexe. Ça veut dire que dans ces cas-là, Carea ne met pas forcément en œuvre un calcul automatique de la pression limite des poussées, mais il prend surtout la valeur que vous avez saisie dans ces diagrammes-là et qui permet de générer les conditions quelconques de la stratigraphie à gauche de l'écran. Sachant que je pourrais le définir à droite si jamais j'ai une configuration qui n'est pas tabulaire comme vous avez sur le dessin. Une fois que j'ai ces diagrammes-là, je peux très bien calculer avec et donc simuler la présence de tous ces talus, toutes ces conditions à l'arrière de l'écran soutènement. Il faut savoir que c'est un calcul très puissant parce que non seulement vous pouvez prendre en compte des interfaces qui ne sont pas forcément horizontales, vous avez le chargement complexe, donc multiple, hein, si vous en avez. Vous avez un TN variable, mais vous avez la possibilité également d'inclure des conditions hydrauliques différentes des hydrostatiques, mais également des conditions sismiques. Auquel cas, vous pouvez retrouver des conditions qui sont en accord et en continuité avec les solutions de type mononové OKB. Si vous aviez des renforcements, c'est justement le cas qu'on va voir avec l'ABT. D'accord? Donc, vous pouvez inclure, intégrer ici des éléments de renforcement. Donc, vous l'intégrez comme ça et ensuite vous calculez avec et vous avez mené un calcul Carea avec la prise en compte de tout le talus, toute la stratigraphie complexe côté gauche. Je vais vous montrer maintenant un dernier exemple, mais cette fois-ci dédié à la butée. D'accord? Et pour cela, je vais vous soumettre un cas pratique qui est très pédagogique, à mon sens. C'est le cas d'une fouille cylindrique.
en pale planche de 8 mètres de profondeur et un rayon de fouille de 10 mètres. On va supposer que on va supposer des pales planches de type AU14 qui sont supportées par 2 lianes, comme vous avez, sur le dessin à gauche. Nous allons faire un calcul carré dans lequel on va observer que, la fiche est insuffisante. Donc c'est-à-dire les 11 mètres de pale planche sont insuffisants, pour reprendre les efforts, pour avoir un défaut enfin un niveau de sécurité vis-à-vis de la butée qui soit suffisant et normatif. Donc on va faire un premier calcul carrière où on va voir que c'est insuffisant et on va voir les pieds de la pale planche qui va chasser. Donc pour cela, je vais vous afficher le projet sur Carrière. Donc je reviens sur l'interface de Carrière. Donc j'ai simulé le les soutènements en pale planche. OK. Donc une première phase initiale où il y a rien que où rien ne se passe. Une première phase où je mets la liane, j'excave avec une surcharge des cacos en tête de 10 kPa. Et ensuite en deuxième phase avec une deuxième liane, une excavation avec un rabattement de nappe à l'intérieur. Quand je vais calculer ces projets-là, en fait, je vais m'apercevoir que j'ai pas le défaut de butée. J'ai un rapport de butée. Je vais vous afficher la fenêtre de résultat. J'ai un rapport de butée en phase 2 qui est égal à 1. Donc un rapport de butée égal à 1 est synonyme de situation d'équilibre limite. Donc je n'ai pas la sécurité de 1,5 que je voudrais bien avoir en phase transitoire. Cela est accompagné d'un déplacement excessif en pied d'écran, comme vous le voyez ici, de l'ordre de plus de 10 centimètres, et donc qui est évidemment inacceptable. Donc que faire dans ces cas-là? Imaginons que les pales planches sont déjà battues et on ne peut pas les enlever et remettre d'autres, ni les prolonger bien évidemment. Donc ce qu'on décide de faire ici, c'est de venir renforcer le côté fouille, donc le fond fouille, pour faire en sorte d'augmenter la butée disponible. Alors pour cela, on décide de mettre des inclusions métalliques sur l'auteur du fond fouille pour, justement venir renforcer le sol et pouvoir profiter d'une butée mobilisable plus importante. Donc la question maintenant est comment est-ce que j'évalue cette butée améliorée du sol en fiche, sur le fond fouille? Et bien justement, Talrand nous permet d'évaluer ces gains de butée mobilisable grâce aux inclusions métalliques par la même méthode qu'on vient de voir, par la méthode cinématique de calcul à la rupture. Donc pour cela, je vais vous montrer les projets Talrand qui m'a permis d'évaluer. Je vais ramener, voilà, je peux partager l'autre écran. OK. Donc ici, j'ai modélisé le sol en fiche, d'accord? Alors, il faut s'imaginer que l'écran est situé ici, d'accord? Et donc le volume de sol à droite, donc le volume rouge, pardon, jaune, et le volume dédié au fond fouille, d'accord? Donc le fond fouille est là, au niveau supérieur. Donc j'ai décidé de venir renforcer le sol avec ces inclusions métalliques pour faire en sorte d'avoir une meilleure butée. Donc, pour me convaincre, ce que je fais, c'est que je commence avec un calcul d'une butée classique, sans renforcement. Ces inclusions, alors, elles ont une nuance de 135 MPa. On les a espacées avec un maillage de 1,50, mais la première est distante enfin, est mise à une distance de 2 mètres de l'écran et elle ne travaille qu'en cisaillement. Mais avant d'en arriver là, je me fais une idée d'abord de la butée disponible dans le sol. Donc j'évalue cette butée, comme vous avez ici, à l'aide de ces calculs, rapides, comme je vous disais, de ces modules qui est intégré à Talent, et donc ce qui m'amène à une résultante de 473 kilonewtons par mètre. D'accord? En activant les inclusions, j'observe, et en lançant le même calcul, j'observe un diagramme de butée qui est nettement meilleur, donc plus important, qui m'amène à une résultante de presque le double, donc 975 kilonewtons. J'ai décidé volontairement de ne mettre que 3 rangées d'inclusion. J'aurais pu mettre autant que je veux, d'accord? Mais j'arrive à justifier mon écran rien qu'avec ces 3 rangées d'inclusion. Donc je m'arrête là. C'est ça qui justifie l'effet que la dernière surface pour le dernier morceau, eh bien, va au-delà. Ça veut dire elle ne reste pas à l'intérieur parce qu'il y a des inclusions qui aident à la renforcer. Donc pareil, je vais exporter ces diagrammes que j'ai obtenus ici, que vous avez sur l'écran, donc une butée améliorée, d'accord?
Il faut imaginer que si j'avais mis plus d'inclusion, j'aurais eu une meilleure, enfin, plus de butées disponibles à la fin de l'intervalle de recherche. D'accord? C'est ça qui justifie la diminution ici. Donc j'exporte ces diagrammes vers le presse-papier et donc Carrier est capable de le récupérer. Donc je vais ouvrir le projet avec ces diagrammes. OK, donc en phase finale, j'impose cette fois-ci la même action que tout à l'heure, à savoir une action de type diagramme de pression imposée, mais cette fois-ci, j'ai demandé d'imposer à gauche une butée limite, donc un profil PB. Donc pour cela, j'ai un bouton qui existe là et qui me permet de récupérer les données qui ont été exportées depuis Talrand. OK? En l'occurrence, ici. Donc là, si j'efface tout et que je réaffiche, voilà. Donc ça me permet de vous montrer l'import depuis Talrand. Et donc ensuite, je peux calculer avec. Dans ces cas-là, Carea ne va pas simuler ou évaluer la butée comme d'habitude, ça veut dire par la formule classique avec le Kp que j'aurais défini dans les couches des sols, mais plutôt à partir du diagramme que je viens de saisir, donc amélioré. Donc à ce moment-là, quand je calcule avec ces diagrammes améliorés, je vais observer que la butée disponible est plus importante et donc que le comportement de l'écran est nettement amélioré. Donc pour cela, je regarde en phase 2 pour comparer aux 10 centimètres qu'on avait en pied. Et donc on voit que cette fois-ci, on récupère une courbe de diagramme, enfin un diagramme de déplacement qui est beaucoup plus cohérent. Et donc il y a un déplacement en tête de l'ordre de 1 centimètre. Dans ces cas-là, j'ai un rapport de butée qui touche 1,8, ce qui reste acceptable par rapport à 1,5 qu'on chercherait en situation transitoire. Donc c'est une fonctionnalité, elle peut paraître innocente, mais elle peut être très, 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 utile dans des situations où on a un défaut de butée et qu'on n'a pas la possibilité de rallonger notre fiche. À ce moment-là, si on décide de venir renforcer le sol, ce qui est tout à fait justifié, pleinement justifié du point de vue mécanique, eh bien on peut évaluer quel est le gain de ces systèmes d'inclusion. D'accord? Donc ici, concrètement, pour conclure, la prise en compte de ces inclusions métalliques dans l'évaluation de cette butée limite permet de justifier largement la stabilité de l'excavation avec une sécurité suffisante. Ça peut couvrir d'autres situations, mais c'est la situation classique qu'on a envie de couvrir avec cette fonctionnalité. Bien. Et pour terminer, donc quelques mots. Donc si toutes ces nouveautés vous ont donné envie d'essayer Carea, pour ceux qui ne l'ont pas, cette version 5, parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de clients qui l'ont acquis, eh bien sachez que vous avez à votre disposition la possibilité de bénéficier d'une licence d'évaluation gratuite. Vous êtes autonome dans le processus de demande. Il suffit de télécharger la version 5 de Carea, de l'installer sur votre poste et de lancer l'application. Donc, du moment où vous lancez, au démarrage, il va vous inviter, il y a un bouton sur la fenêtre d'accueil qui va vous permettre de demander une licence d'évaluation. Vous allez être envoyé vers un autre site, donc site Terrasol, dans lequel vous allez avoir un lien vers un formulaire. Vous allez le remplir, c'est juste quelques données pour nous. Et ensuite, dès que vous allez soumettre le formulaire, vous allez recevoir par mail le fichier de licence d'évaluation et les instructions pour sa mise en place. Dès la première utilisation, vous allez avoir 30 jours d'utilisation complète du logiciel, y compris le calcul. La seule chose qui ne peut pas se faire, c'est l'impression du rapport, parce que c'est une licence d'évaluation, mais vous avez le moyen de voir les previews si vous le souhaitez. Et donc, comme je vous disais, vous avez 30 jours pour l'essayer et pour vous rendre compte de l'utilité de ces nouvelles fonctionnalités par rapport à votre usage. Et dernier commentaire par rapport aux formations. Sachez que l'année prochaine, on va organiser, en plus de nos sessions habituelles entre-entreprises, des sessions standards, on va organiser des sessions un peu plus avancées qu'on va nommer ateliers, en particulier un atelier Carré AV5 aux alentours de juin. La date sera bientôt affichée, dans lesquelles, donc pendant cet atelier, on compte se servir de ces nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités qu'on va encore développer d'ici là pour justement mener les exercices et montrer les potentiels de Carré V5. Donc n'hésitez pas de consulter notre actualité, que ce soit sur LinkedIn ou sur notre site web, pour rester à jour. Alors j'ai fini de vous présenter les nouveautés.
Je ne l'ai pas forcément dit, mais au passage, on a profité de l'occasion, puisqu'on reste encore 2 minutes jusqu'à midi. On a profité de l'occasion pour rendre l'interface un peu plus optimale du point de vue fonctionnement. Donc aujourd'hui, l'interface de Carré V5 est plus rapide que l'interface de Carré V4. Donc c'est pas, ça savais pas forcément que le Carré V4 était lent, mais du moment où on avait beaucoup, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de faces, elle pouvait devenir lente. Aujourd'hui, Carré V5, on a apporté l'optimisation nécessaire pour cela. Et il va encore faire l'objet d'une évolution dans les semaines à venir. Donc c'est voilà, juste pour conclure, on a amélioré les performances d'interface. Bien, je vais me tourner vers Christophe ou Youssouf pour les questions qui n'ont pas encore été répondues sur l'onglet questions, s'il y en a, bien sûr. Donc Youssouf ou Christophe, un de vous deux peut monter sur scène. Oui. Ok, donc on a répondu à certaines questions dans l'onglet questions. J'invite tout le monde, tous les gens qui ont des questions à les poser dans l'onglet questions. Alors, il y a une question de Miguel Patrao, je vais l'afficher. La poussée ou butée importée depuis Talleyrand sont des valeurs de dimensionnement majorées ou sans majoration? C'est une très bonne question. Alors sur Talrand, quand on fait ces calages, on a le moyen de définir un système de pondération. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, imaginons que vous avez envie de décaler la poussée ou la butée dans une optique d'approche 3, vous avez le moyen de dégrader C et tangent phi par la valeur correspondante et donc évaluer déjà cette valeur. Dans l'occurrence, et surtout en France, on évalue la poussée et la butée avec l'approche 2. Et donc cela veut dire système pondération unitaire sur le calage des poussées butées. Si vous avez des surcharges que vous voulez prépondérer, vous avez le moyen de le faire sur Talrand. Mais dans tous les cas, le transfert de ces pressions est à faire sans pondération sur Carrea, pour qu'ensuite Carrea puisse le multiplier, le majorer pour simuler un calcul à l'ELU, tout en ayant les valeurs non pondérées pour l'ELS, donc pondération unitaire. Une nouvelle question d'Iman Boussad. Où on pourrait remplir le formulaire pour recevoir la licence? Alors, très bonne question. Alors, la bonne démarche consiste à installer d'abord Carrea V5 et vous laisser guider au démarrage. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous écrire, on vous passe le lien direct du formulaire. D'accord? C'est qu'on cherche avec cette démarche et à faire en sorte que vous ayez déjà tous les composants nécessaires au moment d'appliquer la licence d'évaluation. C'est tout simplement ça. Donc vous installez Carrea V5 à partir du setup qui est sur notre site, que vous a été partagé certainement dans l'onglet chat. Et ensuite, vous vous laissez guider au démarrage. Et si vous rencontrez un problème, vous nous écrivez. Okay. Ensuite, question de Maxime Magnani. Alors, il y avait une question avant de Maxime. Je vais la lire. Bonjour, est-ce que nous pouvons réaliser ce calcul uniquement pour des fiches d'écran continu ou c'est également possible pour des écrans discontinus? J'avais répondu que c'est possible de réaliser des calculs pour des écrans discontinus de type berlinoise ou autre. Il faut activer dans Carrea l'option poussée réduite. Une autre question qui est posée dans le même contexte. Avez-vous bien compris que ma question était relative à l'optimisation de la fiche à l'aide d'inclusion? D'accord. Donc, Ouais, j'imagine c'est qu'on parle de possible. la fiche des inclusions ou à la fiche de Oui. l'écran. J'imagine que c'est la fiche de l'écran, je suppose. Maxime, si tu peux nous éclairer là-dessus. On va y venir, je pense qu'il est en train de modifier sa réponse. Enfin, sa question plutôt. Oui, fiche de l'écran. OK. En effet, tout à fait. C'est que maintenant qu'on a un point 8, enfin, sur l'exemple, si je reviens sur l'exemple que j'ai présenté, maintenant qu'on a un point 8 de sécurité de rapport débuté, si on charge un 5, donc il nous reste 0,3 on va dire, et qu'on a envie d'optimiser, on peut.
À ce moment-là, on peut raccourcir la fiche de l'écran tout en ayant les mêmes diagrammes de but disponibles. C'est juste que maintenant, on va l'arrêter au niveau de la fiche, parce que c'est ça dont on a besoin. Et avec ces calculs-là itératifs entre Talrand et Caria, on a le moyen d'optimiser effectivement en même temps les niveaux de fiches, donc longueur de fiches, puis, pas plus, surtout, les inclusions qu'on met. Donc ici, on a fait des choix, mais on peut encore les optimiser. Tout en ayant, bien évidemment, on doit faire la vérification de l'équilibre interne des inclusions. D'accord. Maxime, je t'invite à reposer une question si jamais c'est pas clair ou c'est pas répondu. Bon, on n'a pas répondu à ta question, d'accord? On passe à la suivante. Alors, la suivante concerne Scage. Est-ce que Scage écrète les moments aux appuis des dalles? Et si oui, comment? C'est une très bonne question et c'est un point qui montre un peu la différence, l'intérêt de Caria Sketch par rapport à d'autres logiciels du commerce. Caria propose pour les dalles, on fait usage d'un type d'appui bien spécifique qui s'appelle appui surfacique et non pas forcément button comme on fait dans d'autres logiciels. Cet appui surfacique consiste en quoi? Eh bien, c'est un appui continu entre deux niveaux et non pas ponctuel comme un button. Cela veut dire que quand on simule le comportement d'écran, il y a appui sur toute une hauteur définie entre deux niveaux, ce qui intègre implicitement la prise en compte de l'écrêtement des moments et des tranchants autour de l'appui. Donc effectivement, la démarche qu'on connaît habituelle de venir écrêter le moment ou les tranchants, elle est appliquée du moment où on simule un appui ponctuel pour simuler un appui épais. Mais du moment où dans le modèle numérique, on a la possibilité de définir un appui épais, cette notion d'écrêtement n'est plus nécessaire. Donc, une fois que Caria a calculé ses efforts écrêtés, sont récupérés par Sketch et donc il n'y a plus besoin de décréter ces moments. Néanmoins, si vous définissez des butons pour simuler une dalle, à ce moment-là, il va falloir écréter à la main via un export Excel ces moments et ces efforts tranchants lors du passage de Caria vers Sketch. Donc c'est possible. Et d'ailleurs, on va le permettre dans Sketch pour bien mieux le gérer dans l'avenir. C'est déjà prévu. Mais pour l'instant, ma consigne est simuler une dalle par un appui surfacique. Si vous êtes en double écran, c'est ce qu'on appelle l'appui de type dalle. Ok, une question dans le même contexte. Comment on connaît la largeur d'écrêtage? Alors ça c'est le code 2 qui nous le donne. Donc ça c'est propre aux structures épaisses comme c'est la paroi moulée. Mais la longueur en fait d'écrêtage, alors ce n'est pas une longueur. Alors, quand on parle d'écrêtage de moments, on écrète directement les moments, donc il n'y a pas de notion de distance, d'accord, de largeur. La largeur d'écrêtage vient quand on veut écrêter les tranchants. Et donc là, c'est une formule d'une expression qui est donnée dans le recode 2, qui est à comptabiliser à partir du bord de l'appui. Et encore une fois, si on fait usage d'un appui surfacique, il n'y a pas besoin de la calculer. Okay. Ok. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Les questions sont répondues. Tous les restes sont... Oui. D'accord. Eh bien, très bien. On va... Ah, une qui vient d'arriver. Oui. Est-il prévu une mise à jour de la notice technique? Absolument. Absolument, c'est obligé. C'est en cours. On va la publier dans quelques jours. Mais bien évidemment, oui. Alors, la notice technique, si vous faites en particulier référence, on va actualiser le manuel de manière globale. Hein. Mais en particulier, la notice technique, si vous faites allusion à la partie C, n'évoluera pas énormément. On va juste intégrer les nouveautés, bien sûr. Mais le reste valable. D'accord? Donc, ne vous attendez pas à des évolutions de l'existant. Donc, c'est des évolutions complémentaires. Donc oui, on va actualiser le manuel et on va le publier.
sur notre site et l'intégrer sur l'interface de Carré V5 sur forme de mise à jour. Et j'ai bien complète, Arnaud? D'accord, bah, merci. Oui, super. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de lever la session. Je remercie encore tout le monde. Merci Youssouf, merci Christophe, merci à tous les présents. Merci à Lisa et Myriam pour l'organisation, c'est Cassandra. Je vous invite pour ceux qui sont intéressés par ces nouveautés, je vous invite carrément à utiliser cette version d'évaluation pour évaluer si elle peut vous intéresser, vous être utile. Donc n'hésitez pas. Si vous avez le moindre souci, le moindre doute, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons ravis de répondre. Et de manière globale, nous sommes à votre disposition. Encore une fois, vous allez recevoir l'enregistrement par mail. Donc n'hésitez pas à la visualiser si nécessaire. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée.